Je suis Thibaut Enoch et vous écoutez Bourbon Hebdo, le podcast de la rédaction de LCP qui vous fait revivre l'actualité de la semaine et vous dévoile les coulisses de l'Assemblée. Bonjour à tous et bienvenue dans Bourbon Hebdo. Au programme, cette semaine, la réforme de l'audiovisuel. Rachida Dati a perdu une bataille à l'Assemblée cette semaine, mais pas la guerre. La censure des socialistes et de la gauche envers François Bayrou, coup pour rien ou début de la fin pour le Premier ministre. Une commission d'enquête qui démarre très mal. Enfin, la folle histoire du bureau de l'Assemblée. Autant de sujets en apparence technique, arides, mais qui vont ravir vos oreilles une fois comptés par mes deux collègues, Elsa Mandagava et Stéphanie Depierre. Bonjour. 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 Vous avez bravé la chaleur étouffante de la salle des 4 colonnes toute cette semaine pour recueillir toutes les infos et les réactions. Et ça a commencé très fort, dès lundi, avec un vote surprise dans l'hémicycle. Le scrutin est clos. Votant 132, exprimé 132, majorité 67 pour 94 contre 38. L'Assemblée nationale a adopté. Voilà, le vote de la motion de rejet déposée par la gauche sur la loi audiovisuelle défendue par Rachida Dati. Elle a été adoptée avec l'appui des voix du Rassemblement national. Ça a mis fin au débat et renvoyé le texte au Sénat. Stéphanie, ce n'était pas le scénario attendu. Que s'est-il passé ? Alors d'abord, la gauche était très mobilisée dans l'hémicycle, notamment face au bloc central, qui n'était pas beaucoup. Il y avait piscine. Qui avait piscine, c'est le lundi. Alors au groupe macroniste, on vous dit que non, on avait 30% de députés, c'est comme ça à peu près tous les lundis. Il n'y avait rien d'exceptionnel, mais en fait, il manquait du monde dans le bloc central. La gauche était très mobilisée parce qu'ils vont debout contre cette réforme. Et puis le RN, finalement, a voté pour cette motion de rejet, donc ça veut dire contre le texte, alors qu'a priori, on avait compris qu'ils allaient plutôt s'abstenir. Ils sont de toute façon absolument contre le fond du texte, mais bon, voilà, c'est pas du tout une priorité pour eux à l'heure actuelle, parce qu'ils savent qu'ils n'obtiendront pas ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la privatisation du service public, et c'est ça qui a notamment fait pencher la balance. Mais ça, on a beaucoup glosé après ce vote pour savoir si c'était un camouflet pour la ministre ou si ça faisait ses affaires. Tu as entendu un peu toutes les analyses ? Exactement, puisque on était avec une députée de gauche peu de temps après le vote, donc la gauche se réjouissait justement d'avoir rejeté le texte avant même de l'examiner ici à l'Assemblée. Et j'envoie un message à un collaborateur d'un député du groupe Ensemble pour la République, en lui demandant un peu ce qui s'était passé, et il me dit « Ah non, mais pas du tout en fait, Rachida Dati, elle a eu tout le monde ». En langage même un peu plus fleuri, parce que ça l'arrange, c'est-à-dire qu'il y avait 1000 amendements sur le texte. Il y avait 2 jours de débat prévus, ça ne rentrait pas. Donc, à l'Assemblée, il aurait fallu remettre le texte en septembre très certainement. Là, en fait, ça raccourcit, ça accélère le processus, puisque ça va pouvoir retourner au Sénat. Et donc, au sein du groupe EPR, et j'ai eu l'occasion de demander à plusieurs députés, ils sont persuadés que c'est un coup de Rachida Dati, qu'elle a dealé avec le Rassemblement national pour qu'il vote la motion de rejet, et qu'elle a justement, elle n'a pas appelé à la mobilisation des troupes pour sauver le texte, l'examen du texte. Donc ils sont persuadés que Rachida Dati l'a fait exprès. À gauche, j'ai même demandé à celui qui présidait la séance comment il l'avait senti. Il dit, moi j'avais quand même le sentiment qu'elle s'y attendait pas. À ce moment-là, on voit son visage. Moi, j'ai le sentiment qu'elle était choquée. Donc à gauche, ils disent, c'est l'histoire qu'ils sont en train de vous raconter pour faire comme si finalement tout ça était prémédité, etc. Alors qu'en fait, c'est une défaite pour eux. Mais c'est vrai que c'est difficile de savoir si c'était voulu ou non. Alors Stéphanie, plan machiavélique d'alliance cachée avec le RN pour obtenir ce rejet, c'est crédible ça ? T'as entendu des choses là-dessus ? Après, c'est toujours difficile de savoir. Mais ce qui est très bizarre, en revanche, c'est que l'expression du RN était plutôt de s'abstenir, même dans l'hémicycle, jusqu'à quelques minutes avant. Et finalement, ils votent pour la motion de rejet, donc contre le texte. Donc c'est ça qui est assez surprenant. Après, pourquoi ils ont donné un gros coup de main à Rachida Dati ? Pour l'instant, on n'en sait rien, donc on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que ça accélère le calendrier. Et comme c'est déjà inscrit au Sénat, elle a, in fine, elle a gagné, quoi. Elle a perdu une bataille, mais pas la guerre, parce qu'elle a très vite rebondi, la ministre. Le texte est inscrit à l'ordre du jour du Sénat à partir du 10 juillet, calendrier express. On peut imaginer que la ministre a pesé de tout son poids, Elsa. Oui, puisque effectivement, on voit que sur la session extraordinaire, on a quand même des délais très contraints parce qu'elle est censée finir le 11 juillet. Donc il y a très peu de place pour les textes, mais elle a réussi à le réimposer très rapidement au Sénat. Faut dire que
le président de la République est favorable normalement à cette réforme. Donc est-ce que c'est lui aussi qui pousse derrière ? Mais voilà, effectivement, elle a réussi à faire accélérer les choses et on va voir après quand le texte peut revenir à l'Assemblée. Voilà, la lecture définitive, ce ne sera pas tout de suite, mais en tout cas, c'est vrai que le Sénat va examiner le texte très rapidement là en juillet. On a parlé de la très faible mobilisation des macronistes pendant le vote sur la motion de rejet. Est-ce qu'il y a un cas Dati aussi au sein du socle commun ? C'est vrai que le calendrier judiciaire, il se fait de plus en plus pressant. Les municipales arrivent. Il y a une forme d'embarras, Elsa ? Il y a un peu des deux. Je pense qu'ils ont conscience, voilà, que c'est quelqu'un qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps et pas forcément bien. On a beaucoup aussi parlé de l'échange qu'elle avait eu avec le journaliste Patrick Cohen où elle le menace de faire un article 40 suite à des révélations dans la presse sur son management. Enfin, je pense qu'il y a effectivement des gens que ça dérange. En revanche, il y a beaucoup de gens, notamment sur la question de Paris, qui disent mais en fait c'est la meilleure candidate. Au bout d'un moment, on peut aimer, pas aimer son style, c'est celle qui peut nous faire gagner Paris. Et il y a un député du groupe qui la connaît bien, qui me disait c'est un peu comme une star de cinéma. Rachida Dati, quand elle rentre dans une salle, c'est comme si tous les projecteurs arrivaient sur elle. Et en politique, on a beau dire ça compte. Voilà, ce charisme, il compte. Dans Paris, sur les militants, on nous dit que c'est à peu près 80% qui seraient prêts, à soutenir 20% d'autres. En revanche, chez les députés qui sont, eux, issus plutôt de l'aile gauche au sein du groupe, ils nous disent clairement qu'ils ne soutiendront pas Dati à Paris. Et même ceux qui ne sont pas de l'aile gauche se disent que quand même les affaires judiciaires, ça peut devenir compliqué. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de remplaçant naturel. Il semblerait que Gabriel Attal ait renoncé à y aller. Donc tant qu'il n'y a pas un plan B plus fort que Dati... ils vont s'y résoudre. Bon, on suivra ça. Voilà pour la réforme de l'audiovisuel et le cas Dati. En tout cas, on en vient à notre deuxième thème. François Bayrou a eu chaud mardi, comme tout le monde, mais pas pour des raisons politiques. La censure dégainée par les socialistes n'avait en effet aucune chance d'aboutir, car le RN avait annoncé qu'il ne comptait pas s'y associer. Alors le Premier ministre s'est permis d'ironiser sur ce coup pour rien déclenché par la gauche au sujet des retraites. Il y aura un projet de loi, ce qui fait que, ne le prenez pas mal, mesdames et messieurs du groupe socialiste, vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Ce qui, par les temps de canicule que nous vivons, peut avoir des aspects rafraîchissants, mais n'est pas, nous en conviendrons tous, une position durable. Alors Stéphanie, la motion de censure a recueilli 189 voix, loin de la majorité absolue des 289 voix nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Quel bilan on en tire à gauche ? En fait, c'est sans surprise. La gauche savait très bien que sa motion n'aboutirait pas. C'était important pour le Parti socialiste de marquer sa différence avec François Bayrou, de contester l'atterrissage du conclave sur les retraites. Il ne voulait pas lui donner un blanc-seing, notamment parce qu'il se prépare aux négociations budgétaires. Et donc, c'était une manière de taper du poing sur la table et de dire on est là, on veut compter, on veut être associé aux discussions budgétaires. C'était aussi une manière de montrer aux insoumis qu'ils n'étaient pas complètement inféodés à François Bayrou. Donc, tout ça était un jeu de toute façon écrit d'avance. Ça s'est déroulé comme prévu. Il n'y a eu strictement aucune surprise. Le seul truc un peu peut-être surprenant, c'est qu'en effet, François Bayrou a été très grinçant, très mordant à l'encontre des socialistes et qu'à un moment, on se dit que peut-être fallait pas aller trop loin parce que les dernières fois où il avait menacé de censure cet hiver avant même la sortie du conclave, c'est parce qu'il avait eu des termes pas très agréables à leur encontre. Oui, c'est vrai, on a entendu la tonalité mordante du Premier ministre. Pourtant, il danse sur un volcan. La prochaine motion de censure pourrait être la bonne. Ses soutiens pensent encore qu'il va pouvoir se maintenir à la rentrée ? Pas forcément. Sur la question du budget, de toute façon, tout le monde a bien conscience que c'est un peu la quadrature du cercle. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème et il n'y a pas forcément de solution. On rappelle que pour qu'une motion de censure passe, il faut quand même l'addition des voix de toute la gauche et du Rassemblement national. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils votent la même motion de censure, ce qui n'est pas forcément évident, puisque dans le cadre du budget, il peut y avoir différentes 49.3 sur différentes parties. On le rappelle, budget de l'État, budget de la sécurité sociale, côté dépenses, côté recettes. Donc, on ne peut pas forcément avoir, par exemple, la gauche qui, elle, est sensible à la question des dépenses publiques, qui n'en veut pas forcément, peut trouver que c'est son angle d'attaque, quand d'autres peuvent dire non, mais nous, c'est sur la question, des recettes, etc. Donc, il faut cette conjonction-là. Mais tout le monde voit bien que
ça semble indépassable, la question du budget, comment trouver 40 milliards d'euros d'économies avec une assemblée aussi fracturée. Donc ce qu'on commence aussi à se demander, c'est quel sera le récit que voudra avoir François Bayrou. Dans son entourage... Le récit de sa chute. Exactement, le récit de sa chute. Dans son entourage, on dit qu'il préférera mourir debout qu'à genoux. Donc on va par exemple laisser penser qu'il va pouvoir annoncer... Voilà, ces décisions et dire c'est à prendre ou à laisser, mais je ne vais pas commencer à négocier 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là. On l'avait vu sous Michel Barnier, il avait essayé de négocier, il est tombé à la fin. Donc c'est une hypothèse de dire, voilà, il va peut-être jouer son va-tout un moment en disant c'est comme ça, on peut peut-être même penser qu'en fait il partira avant. C'est vraiment tous les scénarios qui existent sur cette question du budget. Alors le RN, on l'a dit, ne s'est pas associé aux voix de la gauche pour faire tomber le gouvernement, en tout cas pas pour cette fois. Marine Le Pen s'en est expliquée. Moi, je ne mens pas aux Français et cette censure, pour le coup, là, aujourd'hui, elle n'apporte rien aux Français. En revanche, vous imaginez bien que nous sommes extrêmement attentifs au budget proposé par le gouvernement de M. Bayrou. Bon, Stéphanie, clairement, le RN se prépare à renverser le gouvernement à l'automne ? Oui, c'est ce qu'on comprend. Le RN a déjà établi des lignes rouges. Ce matin sur BFM, il y a Jean-Philippe Tanguy qui vient de dire que même l'année blanche, qui paraît être une sorte un peu de statu quo, en se disant c'est peut-être le moindre mal. Si tout le monde contribue si on gèle tout, si tout le monde contribue, peut-être que ça peut passer au Parlement. C'est Jean-Philippe Tanguy ce matin du RN dit non, une année blanche c'est une ligne rouge parce que ça induit, et c'est vrai, ça peut induire des hausses d'impôts si on ne touche pas au barème d'impôt sur le revenu, si on ne rehausse pas vis-à-vis de l'inflation les pensions de retraite. Donc très clairement, le RN se prépare à censurer à ce moment-là. Après, ce qu'il cherche, c'est pas un prétexte, mais un argument précis et qui soit facilement explicable à leurs électeurs. Et son électorat en particulier. Elsa, le Premier ministre, a fait dimanche une annonce au sujet de la proportionnelle, un cheval de bataille du RN promettant un texte à l'automne, mais après le budget. Tout le monde a compris qu'il cherchait encore à gagner du temps ? Oui, et à peut-être à convaincre certains de dire ne me faites pas tomber au moment du budget, puisque sinon je ne pourrais pas vous proposer la proportionnelle. Certains, surtout le RN. Exactement, comme un deal un petit peu avec le Rassemblement national. Sauf que le problème, c'est que la question de la proportionnelle, pour certains, c'est une déclaration de guerre dans le bloc central et dans le socle commun. Puisqu'on dit ce serait quand même assez aberrant d'avoir un Premier ministre qui fait adopter une réforme, la proportionnelle, avec une partie de la gauche et le Rassemblement national, contre Ensemble pour la République, qui est majoritairement contre Horizon également, et contre la droite. Et contre les Républicains qui en font vraiment un casus belli, ils sont vent debout contre la proportionnelle. À double tranchant, donc tu parles des Républicains, Stéphanie. Effectivement, outre Marine Le Pen, un autre président de groupe a lancé une mise en garde au gouvernement sur le prochain budget cette semaine. C'est Laurent Wauquiez, le patron du groupe de la droite républicaine. Écoutez, vous allez voir, c'est assez clair. 100% de la restauration de l'équilibre budgétaire en France doit reposer sur des économies et aucune hausse d'impôts. 100% d'économies, 0% de hausse d'impôts. Aucune augmentation d'impôts. Aucune. Donc pour nous, c'est très simple, c'est aucune augmentation d'impôts. Voilà, on a fait un petit montage, mais ça ressemblait vraiment à ça sur de longues minutes. Et donc c'est zéro augmentation d'impôts, je ne sais pas si tout le monde a 100% d'économie. Bon, alors évidemment, la question des impôts est un totem à droite, ça c'est assez classique. Mais Stéphanie, à ce niveau de mise en garde, on a l'impression que Laurent Wauquiez, autant qu'il place des garde-fous, prépare aussi la rupture, non ? Oui, on a l'impression qu'il est prêt de toute façon à ne pas voter le budget s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Donc ça veut dire rupture avec le gouvernement. Après, comment les ministres et les Républicains savent qu'il va falloir qu'ils sortent à un moment ou à un autre avant 2027 du gouvernement. Ils cherchent la bonne occasion, le bon argument, ils cherchent le bon moment et au sein des Républicains, ils ne sont pas tous d'accord encore sur le bon moment. Après, ça peut en effet être le budget. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Laurent Wauquiez et le groupe à l'Assemblée nationale ne sont pas toujours tout à fait alignés sur le parti des Républicains, qui, je vous rappelle, est dirigé désormais par Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur. Ils sont plusieurs au gouvernement, les ministres LR. Donc voilà, parfois, ce n'est pas tout à fait le même timing. Et ce qu'il faut dire, par exemple, c'est que cette conférence de presse sur le budget, là, Bruno Retailleau, qui est président du parti des Républicains, n'était pas au courant. Il l'a appris la veille dans la presse. Ce qui dit beaucoup de choses, effectivement, sur le fonctionnement
du parti et des liens avec le groupe à l'Assemblée. Comme me le disait un conseiller de Bruno Retailleau cette semaine, on a repris les commandes du parti, mais on a encore un petit trou dans la raquette, c'est le groupe Les Républicains à l'Assemblée, ce qui est quand même un gros trou dans la raquette. Encore un petit sujet. En tout cas, on en saura plus le 15 juillet, Elsa, puisque François Bayrou l'a dit. C'est ce jour-là qu'il dévoilera les grandes lignes de ses choix budgétaires. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment la quadrature du cercle. Il peut arriver à trouver une voie de passage malgré tout ? Alors, la voie de passage qu'il semble choisir, c'est celle de l'opinion publique. C'est-à-dire, voyant bien qu'il n'a pas de soutien politique et que même dans son propre camp, c'est compliqué, c'est de prendre à partie l'opinion publique, parler de la responsabilité des uns et des autres par rapport aux générations futures, etc. Le problème, c'est que c'est pas l'opinion publique qui vote après dans l'hémicycle à l'automne. Mais en tout cas, voilà, c'est le discours qu'on entend beaucoup. On verra s'il tranche vraiment des sujets ou si en fait il refait ce qu'il fait depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire redire à quel point c'est important la question de la dette, redire à quel point il est important aussi de faire des économies, ou est-ce qu'il tranche vraiment la question. Là, il y a des vrais sujets. Gabriel Attal dit la réforme de l'assurance chômage, le décret est prêt, est-ce qu'il tranche ou pas ? La question de l'année blanche, on en reparle, est-ce qu'il tranche ou pas ? La TVA sociale, on en a parlé aussi, il y a eu des ballons d'essai dans tous les sens. Est-ce que le 15 juillet, le Premier ministre va vraiment trancher des sujets ou il va encore se contenter d'appeler les gens, chacun à la responsabilité, dire qu'il ne se dérobera pas ? Pour l'instant, il dit qu'il ne se dérobera pas, mais on n'a toujours pas compris, en gros, quel projet il allait proposer pour le budget. Et au sein du gouvernement, il y a très peu de ministres qui ont des orientations, qui ont des infos, en fait, pour l'instant. Et d'ailleurs, les ministres, on l'a beaucoup dit, quand ils proposent des choses pour leur ministère, à la fin, ça coûte des dizaines de milliards en plus. Donc je pense même qu'au sein de... Voilà, si aucun ministre ne présente une copie en disant moi je vois chez moi comment on peut économiser 2, 3, 4 milliards d'euros, c'est vrai que ça va être très très compliqué pour François Bayrou d'en proposer 40, quoi. Allez, plus que 10 jours à patienter pour en savoir plus, on verra bien. En attendant, on va parler d'un très mauvais départ. Ce mauvais départ, c'est celui de la commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Il faut du souffle pour aller au bout de l'intitulé, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que cette commission d'enquête voulue par la droite et Laurent Wauquiez a subi un nouveau revers mercredi. Stéphanie, tu nous racontes ? Alors, il y avait déjà eu un faux départ il y a quelques semaines, puisque la commission d'enquête avait été retoquée par les députés parce qu'elle visait trop la France insoumise. Donc, Laurent Wauquiez avait remis sa copie sur le métier. Et donc, cette semaine, il y avait à nouveau le vote pour désigner le bureau de cette commission d'enquête. Donc, le rapporteur, le ou la présidente, et puis les secrétaires, etc. Ceux qui vont organiser les travaux, ceux qui décident des auditions, qui font des choix très importants sur qui est-ce qu'on entend, et ceux qui écrivent, notamment le rapporteur, in fine, le document de la commission d'enquête. Eh bien, alors là, il s'est passé un truc assez étrange, c'est que Sophie Pantel, une députée PS, a été élue présidente de cette commission d'enquête. Le rapporteur, c'est Vincent Jeanbrun, porte-parole des Républicains et proche de Laurent Wauquiez. Et en fait, moins de 3 heures après, on a appris que Sophie Pantel démissionnait de son poste de présidente de la commission d'enquête. Alors, entre-temps, les Insoumis étaient venus aux 4 colonnes pour dire qu'ils n'étaient pas contents parce que dans le bureau, à l'exception de la présidente socialiste, dans le bureau de cette commission, il n'y avait pas de membres de la gauche, donc ils estimaient qu'ils n'étaient pas représentés, que ça n'allait pas. Enfin, on sentait qu'il y avait une grosse tension et une pression de la France insoumise. Et finalement, on apprend que Sophie Pantel démissionne. Alors elle explique que, en fait, au regard justement de ce bureau de la commission d'enquête où il n'y a pas la gauche, il n'y a pas toutes les sensibilités, eh bien les socialistes ont décidé collectivement qu'ils n'assumeraient pas cette présidence. Elsa, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On t'en a parlé au PS ? Oui, et je crois que surtout, on n'a pas très bien compris pourquoi Sophie Pantel s'était portée candidate. On l'a découvert un peu apparemment, certains responsables du groupe l'ont découvert quasiment en temps réel et n'ont pas très bien compris pourquoi ils allaient... Cette commission d'enquête, ça peut être une commission d'enquête très politique, avec plein de règlements de compte entre la droite, la France insoumise, etc. Donc on n'a pas forcément compris pourquoi elle voulait présider
voilà, une commission d'enquête qui pourrait être très très compliquée. Donc on l'a appris, on n'a pas très bien compris pourquoi elle l'avait fait. Elle dit qu'on l'a un peu forcée du coup à y aller. Et voilà, finalement elle démissionne puisque, je ne sais pas si elle a vraiment été poussée par son groupe, mais en tout cas il n'y avait pas de décision du groupe PS de dire on va mettre un candidat. C'était Aymeric Caron, le candidat d'LFI, et je pense que pour le groupe PS, ça allait très bien que la droite et la France Insoumise se débrouillent sur cette commission d'enquête et que les socialistes ne s'en mêlent pas tellement. Sauf que ça n'allait pas du tout à la droite, et donc selon nos informations, on nous explique que c'est la droite qui a demandé à Sophie Pantel de se présenter pour pas qu'il n'y ait qu'un candidat, qui était Aymeric Caron de la France Insoumise, parce que s'il n'y avait qu'un candidat, il aurait été désigné président de la commission d'enquête. Donc nous, on nous explique que normalement, mais ça s'est fait en fait quelques minutes avant la réunion de la commission d'enquête, et ensuite, en effet, le groupe PS a un peu découvert qu'une de ses députées était à la présidence. Alors Elsa, les macronistes sont aussi accusés par la gauche d'avoir laissé passer le RN au lieu de faire barrage. Ça rappelle déjà des discussions qui ont eu lieu sur d'autres commissions ou d'autres élections. Ça reste un sujet compliqué. Oui. Après, c'est vrai que quand on regarde les profils notamment des vice-présidents, Caroline Yadan, qui est députée Ensemble pour la République, c'est une députée qui accuse très régulièrement LFI d'antisémitisme, etc. Donc c'est aussi des personnalités du groupe Ensemble pour la République qui ne sont pas des personnalités neutres sur cette question-là et qui effectivement ont voulu faire barrage à Aymeric Caron. C'est dans cette commission d'enquête, Stéphanie le rappelait, au début elle a été refusée parce que justement la droite pointait directement la France Insoumise. Donc la droite ne peut pas s'étonner qu'après, dans cette commission d'enquête qui vise directement les Insoumis veulent y participer, y prendre leur part, voire rééquilibrer aussi un peu les travaux, puisque c'est eux qui vont être visés. Donc effectivement, on a le sentiment que cette commission d'enquête, on va en entendre parler pas mal. Déjà sur son organisation et puis après sur les auditions peut-être aussi. Et là, la droite a fustigé le PS en estimant que le Parti socialiste s'était rangé, alors, je cite, derrière des méthodes de mafieux et les menaces de la France Insoumise sur la députée Sophie Pantel. La droite raconte qu'en fait les Insoumis auraient menacé la socialiste de lui mettre un candidat dans sa circonscription s'il y a des nouvelles élections. Donc on voit que cette commission, on savait qu'elle allait être très politique, mais en fait dès l'installation, on voit que c'est très compliqué parce que c'est très politique. Alors, nouvel épisode. Mardi prochain, après-midi, nouveau vote pour désigner un ou une nouvelle présidente dans cette commission. On referme cet épisode du bureau de la commission d'enquête et on va s'acheminer vers un autre bureau plus grand et plus central encore à l'Assemblée, mais tout aussi disputé. On va reparler pour finir de cette histoire de renouvellement du bureau de l'Assemblée qui nous tient en haleine. On en avait dit un mot il y a 2 semaines. La réunion de conciliation voulue par la présidente de l'Assemblée pour tenter de trouver un compromis sur la nouvelle composition de cette instance centrale a eu lieu cette semaine. Et Stéphanie, c'est un échec. C'est un échec. Moins d'une demi-heure après, les députés, les présidents des groupes politiques étaient ressortis de la réunion en nous disant qu'ils ne s'étaient pas du tout mis d'accord. C'était un peu couru d'avance puisque la présidente de l'Assemblée veut remettre le système 2 points, c'est-à-dire qu'en fonction de son poids, chaque groupe politique aurait droit à un poste de vice-président, un poste de secrétaire, etc. Sauf que la gauche ne veut pas ce système-là qui a longtemps fonctionné à l'Assemblée nationale parce que la gauche ne veut pas laisser des postes au Rassemblement national. Et on ne peut faire ce système-là que si tous les présidents des groupes politiques sont d'accord, s'il y a un consensus. Eh bien là, il n'y en a pas eu. Donc là encore, il y a une nouvelle réunion qui est prévue fin septembre. La présidente de l'Assemblée espère probablement que l'été portera conseil. Mais moi, je ne vois pas très bien comment on peut arriver à un accord à partir du moment où la gauche dit qu'elle ne veut pas que le RN soit représenté au bureau. Le RN veut y arriver, donc on s'achemine, à mon avis, comme ça s'était passé l'année dernière au moment de l'installation de l'Assemblée, par un vote dans l'hémicycle pour tous les postes du bureau. Très longtemps. Si c'est comme la dernière fois. Effectivement, le nœud semble difficile à dénouer. Elsa, c'est la question donc de la présence ou non du RN dans l'instance qui pose problème, mais aussi la place laissée aux Républicains qui avaient eu la part belle l'an dernier. Le bloc central et principalement les macronistes se divisent aussi sur ce sujet. Oui, puisqu'on se souvient, en fait, dans quelle configuration on était après les législatives. Il y avait 3 blocs, les élus du nouveau Front populaire étaient très nombreux. Et c'était important pour les macronistes de prouver qu'ils pouvaient avoir le plus grand nombre de députés, la majorité relative ici à l'Assemblée. Je vous rappelle que c'était un moment où il n'y avait pas de nouveau gouvernement, donc ça avait aussi un impact, un symbole très fort.
Et ils avaient donc décidé de faire une alliance avec la droite. L'addition du bloc central et de la droite faisait un nombre d'élus supérieur au nouveau Front populaire. C'est ce qui avait permis l'élection d'Yaël Braun-Pivet et ce qui avait donc permis à Emmanuel Macron de dire la majorité à l'Assemblée, c'est celle du socle commun, bloc central plus la droite, et c'est pas le nouveau Front populaire. Donc il y avait une question de légitimité très importante. Pour ça, il a fallu négocier avec la droite, et la droite, du coup, a fait monter les enchères, a obtenu un poids démesuré. Donc là, on va refaire, comme le disait Stéphanie, très certainement des votes, sauf que la donne, elle a vraiment changé. Les relations avec la droite sont plus du tout les mêmes qu'avant. Donc est-ce que le bloc central va vouloir accorder ses voix à la droite ? C'est pas si sûr. Au nouveau Front populaire, on l'a vu entre les règlements de compte, insoumis, socialistes, c'est pas non plus dit que tout le monde vote pour un candidat comme il l'avait fait. Donc on peut avoir des combinaisons tout à fait originales, des suspens. On sait que c'est des votes qui peuvent se dérouler à 2-3 heures du matin, donc il y a aussi une question de mobilisation. Donc ça peut être très très ouvert. Ah voilà, on suivra ça avant l'éventuel vote dans l'hémicycle. En tout cas, nouvelle réunion le 29 septembre. On vous en reparlera. On en reste là pour cette semaine. Merci pour toutes ces infos et ce décryptage, Stéphanie Despierre et Elsa Mondin-Gava. Je vous renvoie vers notre site internet et nos réseaux sociaux pour plus d'infos. Je vous souhaite à tous un bon week-end. À la semaine prochaine. La séance est levée.